Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le thème délicat, menace de mort. Déjà, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que l'on doit comprendre par le thème menace de mort? Eh bien, c'est exercer vis-à-vis de quelqu'un une pression, lui annoncer une intention de vouloir le tuer. Alors, cette annonce, elle peut se faire par la parole, elle peut se faire par des écrits, elle peut se faire aussi par des gestes, elle peut se faire même indirectement. On reste toujours à un stade de point de vue juridique. Est-ce qu'elle peut aussi se faire, quand on dit se faire, donc être considérée d'un point de vue juridique, par une rumeur? On fait courir une rumeur qu'on veut vous tuer. Oui, si vraiment il y a de la part de celui qui fait courir la rumeur le souhait de faire peur, parce que c'est ça en Voilà, fait, c'est ça, c'est-à-dire que vous de endormez faire peur, plus. et qu'il a fait courir ce bruit-là de manière tout à fait intentionnelle pour vraiment toucher la personne qu'il veut impressionner de cette manière-là, oui, je pense que l'infraction est commise. D'accord. Qu'est-ce qu'on encourt dans le cadre de la menace de mort? Quand on veut faire... Voilà, allez-y. Bon, alors tout dépend si cette menace est faite ou pas sous condition de faire Ça quelque veut dire chose. quoi? Alors, il y a le fait tout simplement de menacer. Je vais te tuer. Je vais te casser la figure. Je vais briser ce qui t'appartient, ta voiture, ta maison, parce qu'il y a aussi les menaces de destruction. Hein, c'est aussi De des bien. menaces qui sont sanctionnées par la loi. On est, selon le cas, sur une peine de simple amende, pour les menaces par exemple de destruction d'un objet, On parle de menace. de menaces, jusqu'à des sanctions de 6 mois d'emprisonnement et puis quelques milliers d'euros d'amende pour les menaces de mort. Quand c'est sous condition de faire quelque chose, c'est-à-dire non seulement je menace la personne de le tuer, mais je lui dis si tu fais ceci ou si tu ne fais pas cela, à ce moment-là, je te tuerai. C'est donc une menace sous la condition de faire ou de ne pas faire quelque chose. À ce moment-là, la peine est doublée. Alors, C'est justement. 1 an d'emprisonnement en cours. Alors, je m'excuse pour un truc comme ça que certainement beaucoup d'entre nous vivent ou ont vécu, rentrer dans des virgules. J'ai l'impression, à vous écouter, en dehors de menaces objets, menaces humains, déjà les deux sont pris en compte, menaces directes ou par intermédiaire, mais il y a aussi menaces en qui tuer ou je vais vous tuer, et la menace je te tuerai si. Vous faites même là une différence. Voilà. C'est pas moi qui fais la différence, c'est C'est la loi, bien C'est sûr. la loi. Et la loi prévoit que c'est plus grave de menacer quelqu'un pour obtenir de lui quelque chose que de jeter ce qui est à la limite de l'insulte ou de l'injure, c'est-à-dire une intention de tuer, je dirais, indépendamment de quelque chose de concret, de précis. Voilà. Quand on menace de mort quelqu'un pour l'obliger à faire quelque chose ou pour lui interdire de faire quelque chose, on est à la limite de l'extorsion de fond. Comme une forme d'escroquerie ou Voilà, exactement. Donc presque une sorte de kidnapping mental. Voilà, on est vraiment dans une situation d'infraction aggravée dans cette circonstance-là, aggravée. Alors, il y a aussi des circonstances qui font que les choses sont aggravées. Et c'est la qualité de la victime. Alors, la qualité de la victime, par exemple, eh bien justement, c'était une victime de quelque chose qui s'est passé auparavant. Et on vient la menacer pour l'obliger, par exemple, à retirer sa plainte à cette victime-là. Et bien à ce moment-là, on est dans la circonstance aggravante, avec 1 an d'emprisonnement encouru et 15 000 euros d'amende encourue. Quand la victime a une qualité particulière qui lui est donnée par la société, elle est chargée d'une mission de service public, par exemple Comme un professeur, ou un huissier. un professeur dans une école, un agent municipal dans l'exercice de ses fonctions, ou, a fortiori, quand c'est un policier, effectivement, quand c'est un gendarme, quand c'est un magistrat, quand c'est un fonctionnaire public ou un agent qui a entre les mains la force publique, à ce moment-là, c'est aussi une circonstance aggravante et on encourt le maximum de la peine pour les menaces, c'est-à-dire 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. D'accord. Alors, ma difficulté que je souhaiterais dissiper avec vous sur cette notion de menace, c'est comment, parce que vous avez dit, alors revenons sur cette notion de déséquilibre mental que provoque la menace par rapport à la mort, parce qu'on peut dire menace de mort n'est rien tant qu'on n'a pas tué quelqu'un. Or, je voudrais qu'on s'attarde sur cet aspect, puisque j'ai la forte présomption, excusez-moi monsieur le procureur, qu'il doit y avoir peut-être 100 fois plus de cas de menaces de mort de gens qui ne viennent pas porter plainte,
et qui vivent avec ça, parce qu'on parle de maladies, de dépression, et qui peuvent engendrer des dépressions, ou pas peut-être jusque-là, mais le mal-être. Or, le concept de l'émission, c'est de montrer que la France est là, le système est là, la justice est là, pour que personne ne soit à corps de délinquants, j'appellerais ça mentaux. Menace de mort. Revenons sur ça pour bien éclaircir. Ça veut dire que quelqu'un me dit qu'il veut me tuer, le minimum, on a vu qu'il y a un échelon, qu'il veut vous tuer. Vous, est-ce qu'il y a un minimum de preuves, un minimum de phrases avant de se dire je vais à la gendarmerie, avant qu'on se moque de moi, on me dit mais attends, venez me parler de quoi? La personne vous a dit bonjour, vous voyez, c'est quoi le minimum de base avant de se présenter dans une gendarmerie, qu'on n'ait pas l'impression qu'on nous prend pour un grignol? Je vais essayer d'être très précis. Si c'est une menace sous la condition de faire quelque chose, donc avec le mot si, il suffit d'une seule fois, une seule fois. Une seule fois où on vous dit si. Voilà. S'il s'agit de menaces de mort, indépendamment d'une obligation ou d'une contrainte qu'on voudrait vraiment exercer sur la victime, à ce moment-là, il faut que ça soit suffisamment important et surtout suffisamment répété. Il faut que ça soit fait plusieurs fois. Il ne faut pas que ce soit simplement un mot qu'on jette comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a dans certaines... pardonnez-moi, il y a chez certaines personnes, voire dans certaines parties du territoire français, des cultures qui sont différentes et les mots n'ont pas le même poids. Voilà, n'ont pas le même poids. Et c'est vrai que selon qu'on se trouve ici ou là, en France ou dans les départements d'outre-mer, vraiment, une seule menace de mort à tel endroit, ce sera une vraie menace de mort, tout le monde le sait, quelque chose qui risque effectivement de se réaliser. Alors que dans d'autres endroits, c'est presque quelque chose qu'on dit à longueur de journée. Voilà. Ouais. Donc ça n'a pas le même sens. Alors la loi prévoit qu'il faut que ce soit, qu'on établisse que c'est une vraie menace de mort, qu'il y ait une intention effectivement de tuer qui est crédible, qui est susceptible de pouvoir faire craindre à la victime que sa vie est effectivement en danger. Et la loi prévoit, quand il n'y a pas de condition, qu'il faut que cette menace soit réitérée, c'est ce qu'elle dit, en tout cas il faut qu'elle soit faite à plusieurs reprises. D'accord. Alors, revenons, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, en même temps, ils ne comprennent pas à ce moment-là comment on appelle menace. Est-ce qu'on fait une différence, est-ce que les deux sont pris en compte d'une menace de mort dans le but de vous traumatiser, dans le but de vous hanter, même en absence de cette personne, que vous ayez cette honte, vous voyez cette image en vous, que désormais votre vie a changé d'un point de vue mental. C'est-à-dire que vous savez qu'à la rigueur même désormais vous ne pouvez plus marcher en passant cet endroit-là. Vous voyez que votre vie a changé dans votre cerveau. Est-ce que la loi prévoit ça, quand cette prise en compte que la menace a eu un effet dans votre cerveau, à votre niveau? Comme vous disiez, il y a des contextes de personnes. Hein. Une menace à un enfant. Maintenant, bon, s'il est habitué à des tons de voix, donc une même menace peut ne pas lui faire un effet à lui. Mais notre enfant à qui on n'a jamais parlé fort, et prenons un exemple, on va revenir sur des cas, devant une école, on menace des enfants, il y a des cas comme ça qui vous sont retournés, et qu'on demande sans même forcément d'armes, on viendrait avec les armes et les chiens, avec lesquels on utilise pour menace, qu'on menace cette personne. Donc, quel poids, comment aider aux personnes à comprendre, quel poids cette menace, comment pouvoir traduire à travers des verbes de maison de la gendarmerie, pour qu'on est sûr, en vous écoutant ce soir, qu'on sera pris en compte. Quels sont les mots, comment expliquer la peur que fait la menace en nous, qui fait que désormais on est un être perturbé. Aidez-nous à comprendre un peu ça. L'exemple très précis que vous évoquez de l'enfant qui est menacé à la sortie de son école ou de son collège et qui doit remettre des choses à quelqu'un sous la contrainte, ça n'est pas des menaces. Ça c'est quoi? C'est bien plus grave, c'est ce qu'on appelle une extorsion. Une extorsion de fonds ou une extorsion. Donc à partir du moment où il y a passage à l'acte, c'est même plus de la menace. Et c'est plus 1 an, c'est 5 ans qui sont encourus là par la personne. C'est un vol aggravé en quelque sorte, qui n'est pas le fait de prendre quelque chose à quelqu'un, mais de l'obliger à vous le donner. Voilà. La menace, c'est pas ça. Alors, la menace, c'est la menace sous la condition de faire quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Alors justement, j'ai l'impression qu'il y a 3 niveaux de menace là. Je m'excuse. Hein. Il y a la menace dans le seul but de vous traumatiser. Oui. Il y a la menace dans le but de vous obliger à faire quelque chose. Voilà, soit de vous obliger à faire quelque chose. Donc il y a une sorte d'acte, mais c'est vous qui ferez l'acte ou c'est vous qui ne ferez pas l'acte. Voilà. Mais le point de départ était la menace. Il y a peut-être la menace, une véritable intention. Vous savez que vous allez mourir, mais vous n'avez aucun moyen peut-être d'y échapper ou je ne sais pas. On vous annonce presque un traumatisme anticipé. Et il y a la menace qui n'est qu'un tremplin. Ça veut dire que quelques secondes, ça veut dire on vient, on vous dit tu me donnes ça, la vie ou la bourse quoi.
Et là, vu que l'acte qui est fait juste après la menace, d'un point de vue juridique, coûte plus cher en termes pénals. Oui. Donc on parle même plus de menaces, mais on parle d'extorsion, on parle de viol, vous voyez, on parle même plus de menaces. Voilà, c'est ça, tout à fait, absolument. C'est des menaces qui sont devenues tellement importantes qu'elles sont en fait déjà des violences. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Mais il me semble que le sujet, c'est pas ça, c'est vraiment la menace, celle dont vous disiez tout à l'heure, qu'elle est tellement impressionnante que la victime en subit un vrai traumatisme, un vrai préjudice. Bon, ben, cette menace, elle existe. Évidemment que la victime pourra ensuite, si l'auteur est condamné pour ces faits, lui demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral, le préjudice psychologique, la blessure psychologique, la tension, la pression qu'elle a pu subir pendant des semaines, des mois, parfois plus. Alors, je vous remercie jusqu'où vous allez quand vous dites que vous pouvez même demander des dommages. Parce que moi, je vous assure, monsieur, pendant que nous parlons, je sais qu'il y a des milliers de personnes, non pas qui nous regardent, mais qui ne s'imaginent même pas être capables ou que le système leur permettrait peut-être un jour d'arriver jusqu'à ce que vous venez de dire, cette notion de dommage. C'est-à-dire pour nous, dommage, à la rigueur, c'est presque pas fantaisisme, à la rigueur, si même on pouvait nous libérer de cette crainte désormais qu'on a, c'est-à-dire qu'on m'a menacé de mort à mon niveau dans ma vie, ça me traumatise. C'est-à-dire que désormais, si on m'a menacé près d'un marché, si on m'a menacé près de ma voiture, eh bien, j'arrive peut-être plus à faire l'amour convenablement à ma femme, alors ça n'a rien à voir avec elle. Ou inversement, je n'arrive plus à conduire convenablement. Pour un exemple, on m'a menacé alors que j'étais dans ma voiture, voyez, dans un embouteillage ou dans un rond-point. Alors désormais, j'arrive plus à prendre ma voiture à cause d'une menace. Voyez? Alors bon, là, c'est peut-être un peu rare parce que cette personne, peut-être on ne la croisera pas encore demain. Donc, je voudrais que ces types de personnes, on va partir du principe qu'elles connaissent la personne qui les menace. Pas dans un rond-point où la personne vous a menacé, vous ne la verrez plus. Mais qu'elles connaissent la personne. Mais cet effet les traumatise désormais, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus la faculté de leur cerveau à raisonner sans désormais penser, je risque de croiser un tel là parce que la menace, voyez, est en mémoire désormais dans leur tête. Comment cette personne peut se faire prendre en compte? J'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'avant d'aller dans une gendarmerie, vous voyez, c'est quand vous faites blesser, on vous dit, quand vous allez à la gendarmerie, il faut venir avec un certificat médical qui montre que vous avez eu des blessures, des arrêts de travail, ou un viol, le médecin fait des choses, à la rigueur, c'est plus le médecin qui va faire la plainte à votre place, presque, où les gendarmes vont se déplacer. Et là, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans des cas comme ça, même quand ça atteint votre cerveau, il n'y a pas un côté psychologue pour justement, parce qu'un gendarme, je ne vais pas dire qu'il n'a pas la compétence, mais quand vous êtes éprouvé, est-ce que vous avez la capacité cérébrale, la capacité du verbe pour exprimer convenablement devant un gendarme ou un policier qu'effectivement, voilà quoi, c'est que vous avez besoin qu'on retire ça de votre cerveau. C'est cette première étape de la menace. Je voudrais qu'on voit ensemble comment permettre à cette personne d'être pris en compte devant la justice pour expliquer. Vous voyez, parce qu'un policier n'a pas les compétences d'un psychologue. Donc, oui, bon, on est. Faut dire que s'il y a vraiment des conséquences psychologiques, j'allais dire, visibles, constatables. Mais qui apparaissent certes à des moments précis de sa vie. On est quand même dans des cas qui ont déjà atteint une gravité très très importante. Bien. Moi, je vous dis très simplement les choses. À partir du moment où quelqu'un est menacé, il faut qu'il réagisse, il ne faut pas qu'il laisse les choses se faire. La réaction, c'est ce que vous venez de dire pour ce type de fait-là. C'est la police, c'est la gendarmerie, et il y aura une convocation, une audition de celui qui est désigné comme étant celui qui a menacé. Et la plupart du temps, je vous le dis quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la plupart du temps, les choses en restent là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a été menaçante sait maintenant que tout le monde sait qu'il a eu ce comportement-là, et elle interrompt la chose. La plupart du temps. Bien. Pour les cas qui sont les plus graves, c'est ceux que vous évoquiez tout de suite, où il y a vraiment un traumatisme, où ça continue malgré tout, où il y a une ambiance vraiment épouvantable et des pressions importantes qui sont faites. Et votre vie a changé, quoi. Dans toutes les enquêtes, quand il y a un traumatisme comme ça, dans toutes les enquêtes, le service d'enquête ou le procureur, puisque vous savez, c'est le procureur qui dirige les enquêtes, décide la plupart du temps de faire l'investigation médicale que vous évoquez tout de suite, c'est-à-dire de désigner un expert psychologue
Donc on n'a qui pas à va avoir recevoir, peur. qui va recevoir la victime pour apprécier la nature de son préjudice. Par exemple, ça se fait systématiquement quand ce sont des mineurs victimes de mauvais traitements. Ça se fait systématiquement quand il y a un élément comme ça psychologique, de harcèlement très important qui fait que la personne tout d'un coup, par exemple, a changé de comportement, est devenue profondément dépressive, n'a plus le goût à la vie, etc. Ça se fait, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait classique et qui est tout à fait facile. Voilà. Pourquoi je me suis permis de m'attarder sur un thème comme celui-ci et ce côté psychologique? C'est que vous avez des personnes, qu'on comprend pas des fois, qui grossissent, voyez, ou qui n'ont plus d'appétit pour certaines choses, qui n'ont rien à voir avec le contenu de la menace. Mais que ces personnes ne s'imaginent pas que le système peut les protéger de ça. Je ne sais pas, je peux vous dire dans le cadre de votre travail ou n'importe quoi, qui fait que désormais votre vie a changé depuis ce jour, même s'il n'y a eu qu'une seule menace, mais sur un ton d'insolence, etc., qui fait que vous savez, vous-même vous en avez compte et que vous ne voulez plus que ça se produise. Maintenant, quelque part, j'ai envie de dire, je m'excuse, monsieur le procureur, c'est que des fois, celui qui vous a menacé, même une fois, et quand vous dites que bon, ça va s'arrêter là, mais il a presque gagné. Parce que désormais, il a eu un effet négatif sur votre vie. C'est-à-dire qu'après, cette personne qui s'est réfugiée dans la nourriture, cette personne, je ne sais plus, qui se coiffe plus comme avant, etc., sa vie a changé. Donc, quand on dit effectivement, elle ne menace plus, mais revenons sur le caractère pénal. Pardonnez-moi, ça c'est la situation de toutes les victimes. Toutes les victimes ont été victimes de quelque chose qui les a traumatisées. Un vol, des violences, des viols. On ne peut jamais revenir sur ce qui s'est passé. Ça s'est passé, ça s'est passé. Le dommage a été causé. On ne peut pas faire comme s'il n'avait jamais existé. D'ailleurs, il ne faut pas faire comme si ça avait jamais existé. Non, c'est qu'à un moment donné, vous avez dit, ça va en rester là. Le problème... Non, quand je dis ça va en rester là, c'est-à-dire que l'auteur, la plupart du temps, arrête ses menaces à partir de ce moment-là. Je ne dis pas qu'il ne va pas être poursuivi, oui, mais c'est pas ça que je dis. Voilà. C'est ça, c'est pas ça que je dis. Mais je dis parce que quand même, l'objectif premier, moi il me semble, de la victime, c'est que ça s'arrête. Oui. Que ça s'arrête. Non, mais ensuite, on voit si effectivement il y a, j'allais presque dire, un intérêt à effectuer des poursuites pénales. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent des menaces qui se font dans un contexte particulier. Si c'est dans un contexte, par exemple, familial, bon, quel va être le prix à payer? Quel est l'avenir de cette famille? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier plutôt la réconciliation après que les choses aient été dites? Est-ce qu'il faut aussi passer ou pas par l'étape de la condamnation par la justice? Peut-être, c'est possible, mais je pense qu'à chaque cas particulier... Alors, restons dans le couple de la famille. Est-ce que dans les sanctions que vous faites, parce que j'ai envie qu'on donne des petites réponses de sanctions, dans les réponses que l'on fait, au lieu de donner simplement une amende, je ne vais pas dire à une association, n'importe quoi, ce n'est pas l'argent forcément qui l'intéresse, mais par exemple, dans l'amende, imposer que cette personne aille voir un psychologue, je parle du coupable. Si c'est dans la famille, par exemple, c'est quelqu'un qui menaçait sa femme et ses enfants. Non pas simplement faire une amende. L'enfant n'a pas besoin, vous lui donniez 100 euros ou 1000 euros face à une menace. Mais imposer à cette personne, c'est-à-dire que vous prenez sous son compte ou carrément sous son salaire les coûts d'un psychiatre, de consultation sur un psychiatre, et que le psychiatre dit que désormais il n'est plus condamnable ou plus poursuivi par la justice parce que lui, il a vu, après analyse de ce monsieur, après 1 an, qu'il a presque aidé à retirer ce caractère de menace réflexe. C'est comme demain, je donne un autre exemple sur le lieu du travail ou ailleurs dans le voisinage, de gens qui vous menacent et que des fois, même pour aller prendre votre voiture tous les matins, des fois vous n'avez même pas envie de prendre votre voiture ou sortir de chez vous parce que vous vivez des petites menaces, des choses comme ça dans le quartier et que, excusez-moi, la personne ne vous menace plus parce que la gendarmerie l'a appelé, lui a dit arrêtez, dans le mot, ça va en rester là. Donc, elle ne vous menace plus. Mais demain, elle va s'arranger, je cherche jusqu'à un vice, je pousse un vice, s'arranger pour être sur votre parcours. Elle ne vous dira plus le mot qui vous menace. Mais la présence, parce que vous avez en mémoire la menace, elle s'affiche pour que dans votre cerveau, le mot, la menace, la circonstance que vous avez vécue, vous revienne en mémoire, qui vous traumatise encore à nouveau. Donc, vous voyez, ou simplement des fois, ça arrange pour être sur votre parcours et désormais vous sourient. C'est agréable un sourire. Mais le sourire de quelqu'un qui vous a menacé qu'il allait vous tuer, qui fait un choix, il vous casser, il vous démolir. D'accord? Chez nous, c'est très systématique. Qui fait un choix.
on va écraser, on va démolir, on va démantibuler, enfin, je vais vous démantibuler, etc. Je vais vous écraser, je vais vous faire de vous du pipi de chat, etc. Vous voyez, donc il y a des mots qui ne veulent rien dire au niveau du propre français, mais c'est vous faire comprendre que vous n'êtes rien, donc on vous traumatise. C'est traumatisé par vous tuer en réalité, mais vous traumatisez. Demain, quand on dit on va en rester là, donc cette personne, d'accord, vous menace plus. Mais que exprès, elle fait en sorte de vous envoyer une sorte de sourire narquois. C'est plus une menace. Mais elle entretient ce traumatisme. Donc elle va en rester là, comme vous m'avez dit. Je m'excuse de jouer sous ce mot. Elle va en rester là, donc elle ne vous menace plus. Mais c'est où je vous dis, est-ce que des fois, au-delà, ces personnes, il y a une sélection système ou quoi, ou une oreille qui peut être à leur portée, en leur disant, oui, mais qu'est-ce que le système me protège, non pas de cette personne, on la fout dehors, ou on l'interdit d'être sur mon lieu de passage, ou est-ce que ça peut être une solution, quand c'est une question de voisinage, pour que demain, je puisse retirer ça de mon cerveau, ou est-ce que dans l'amende, on peut au moins imposer à cette personne, on retire dans son salaire, ou dans ce qu'elle a sur son compte, de quoi que j'ai un psychologue qui m'aide à évacuer désormais ça dans ma vie, pour que même si elle ne me menace plus, mais quand je la croise, j'ai plus... Vous voyez ce scénario de 2 secondes qui me revient dans le cerveau et ça fout en l'air toute ma journée. C'est ça que je voulais voir avec vous. Eh bien, oui, ce côté imposé. Est-ce que ça s'est déjà fait ça, imposer oui, ça? Oui, bien sûr, tout à fait. La loi le prévoit. La loi prévoit ces possibilités-là. D'ailleurs, elle le prévoit... Donnez-moi un exemple. Je vous donne, si vous voulez, quelques exemples. Mais elle le prévoit non seulement dans le cadre du prononcé d'une peine par un tribunal, mais aussi dans le cadre d'une décision préalable du procureur. Donc avant que une juridiction ait été réunie, donc ça peut se faire tout de suite, c'est immédiat, c'est très rapide. Ça peut se faire aussi devant les délégués du procureur dans le cadre de ce qu'on appelle la composition pénale, qui est une espèce d'intermédiaire, si vous voulez, entre le rappel de la loi très fort qui peut être fait par le procureur et le jugement correctionnel avec la condamnation par la justice au sens habituel du terme. Voilà. Eh bien, dans ces cadres-là, on peut obliger la personne qui a commis ces faits à suivre des soins. Encore faut-il qu'on ait établi qu'elle est malade, parce qu'on ne suit pas des soins quand on n'est pas malade. Et il me semble quand même que tous ceux qui profèrent des menaces ne sont pas des malades. Non, bien, d'accord, allez-y. On peut aussi interdire la personne de rencontrer sa victime, ou de se rendre au domicile de sa victime, ou de fréquenter certains lieux où on ne souhaite pas que justement ces confrontations ou ces rencontres puissent se faire. Mais tout ça, c'est évidemment pour un certain temps. C'est pas pour toute la vie. Donc il y aura quand même un moment donné, et c'est toujours ça qu'il faut penser. Il y a quand même un moment donné où la chose sera suffisamment ancienne pour que plus aucune mesure, plus aucune interdiction, plus aucune condamnation ne puisse s'appliquer. Donc on va se retrouver dans la situation qui était auparavant. Il faut s'y préparer, parce que l'objectif quand même des peines et des mesures judiciaires, c'est de contraindre, s'il le faut, en tout cas de conduire celui qui a commis des délits à être à nouveau avec nous dans la société, à respecter la loi et les personnes. Au minimum, est-ce que l'on peut espérer quelqu'un, je m'excuse d'avoir m'être attardé là-dessus, qui n'a pas forcément l'intention de vous tuer à travers la menace, en qui chouiller ou en qui font choix, etc., veut vous traumatiser? Oui. D'accord? Avoir la garantie que si quelqu'un, dans cette circonstance, nous regarde et entend que par le fait, il connaît l'auteur et qui demain va reconnaître les trucs, espérer, elle ne veut pas d'argent par exemple, mais dire que désormais elle ne veut plus que ce scénario reste dans son cerveau. Elle veut, avant, quand elle vivait, elle pouvait vivre sans avoir cette image-là. Or désormais, n'importe quel prétexte demain qui lui rappelle cette circonstance lui renvoie l'image et voilà, elle n'arrive plus à faire les choses convenablement. Ça peut être bête, faire l'amour, ou les mains au volant, ou traverser un parking. Vous voyez, à chaque fois qu'elle va dans des circonstances, même si la personne n'est plus là, ce petit scénario de 2 secondes revient. Est-ce qu'on peut espérer que si cette personne arrive à terme au niveau d'un procès, peut espérer que la personne accusée soit condamnée de payer ses prestations auprès d'un psychologue ou un psychiatre? Je ne parle pas du condamnable, mais de la victime, qui son seul objectif, c'est qu'on l'aide à retirer de son cerveau, je ne dis pas qu'on retire, mais qu'on l'aide à retirer de son cerveau, ces 2 secondes qui l'ont un jour traumatisé. La réponse c'est qu'effectivement c'est possible dans une certaine mesure. Et là, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est toujours à partir de la constatation d'un dommage dont on a établi à la fois la réalité et la gravité qu'on peut commencer à demander une indemnisation.
Et la deuxième chose, c'est que c'est toujours une indemnisation en argent. Ensuite, celui qui reçoit cet argent dans le cadre de cette indemnisation, il en fait ce qu'il en veut. Et il peut effectivement, avec cet argent, financer une série de soins pendant un certain temps qui lui permettent de retrouver une meilleure santé. Mais quand même, le point de départ, c'est d'établir qu'il y a un préjudice, une douleur suffisamment importante pour être visible. Et que cette douleur, on puisse de manière certaine établir quelle est la conséquence directe des menaces qui ont été proférées. Donc vous voyez, c'est quand même des choses qui ne sont pas faciles à prouver, c'est prouvable, mais on est forcément dans les cas les plus graves, quoi, qui sont de l'ordre du harcèlement. Mais je ne voudrais pas qu'on compare la souffrance de chaque être humain, parce que malheureusement dans un tribunal, on va dire ouais, mais une menace de mort par rapport à un viol, ce n'est rien. Donc je voudrais que par chaque thème, que l'on respecte chaque catégorie de victimes. Tout à fait, mais il n'y a pas de petite douleur. Hein. Voilà. Et changer la vie de quelqu'un, je crois que personne n'a le droit de changer la vie de quelqu'un. Bien sûr. Si elle n'est pas d'accord. En tout cas, pas dans le bon sens, oui, c'est ça. Voilà. Monsieur le procureur, déjà, rappelez-nous, dans un cadre comme ça, quel est le minimum qu'encourt quelqu'un qui sait qu'il a traumatisé quelqu'un à ce niveau? Si la menace est orientée sur les biens, non, là, qui veut traumatiser, changer la vie de quelqu'un à travers le fait que la personne ne peut plus vivre désormais convenablement. Ce qu'on vient de voir. Ce délit-là, il n'existe pas vraiment. C'est forcément au départ une action. Oui, la menace. Et cette action, c'est la menace. Donc c'est soit une menace qui est dirigée contre les biens d'une personne, soit c'est une menace qui est dirigée contre la santé et l'intégrité corporelle d'une personne, soit c'est une menace qui est dirigée contre la vie d'une personne. Et chaque fois, on se retrouve dans des catégories très différentes. C'est la loi, hein, là. Vous savez, la loi, elle est d'une rigidité totale. Pour cette catégorie qu'on vient de voir. Donc ça va pour la menace contre les biens d'une amende, puisque ce sont des contraventions de simple police, comme on dit, jusqu'à 1 an d'emprisonnement quand on est en menace grave de mort sous condition. D'accord. Je vous donne un autre cas, puisque le minutage arrive très vite. Que faire quand c'est dans le cadre du travail? Quelqu'un vous menace avec un si. Genre, vous avez surpris quelqu'un à voler quelque chose dans l'entreprise. Vous avez surpris quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne devrait pas. D'accord? Et que vous dites qu'il ne doit pas faire ça ou d'arrêter ça. Et cette personne, prise d'audace, je donne un exemple, hein, prise d'audace, vous dit, eh bien, si vous allez raconter ça au patron, eh bien, je vais vous tuer, je vais vous blesser, je vais rayer votre voiture, etc. Donc, comme, vous voyez, l'audace, parce que moi, j'ai tendance à vous dire, et même à d'autres personnes, moi, la seule audace que je reconnais à un délinquant, le seul talent que je reconnais à un délinquant ou un voyou, c'est son audace. Donc, quelqu'un qui va jusqu'à vous menacer de mort et qui sait ce que c'est censé produire dans votre cerveau et qui rajoute ce fameux « si » que vous nous avez dit tout à l'heure. Si tu vas dire ça au patron, si tu vas dire ça à un tel, voilà, je vais vous tuer. Dans le cas du travail, vous reportez ça à votre patron en disant « telle personne m'a menacé », quelle est l'obligation du patron? L'obligation du patron, c'est de prendre en compte ce qui s'est passé pour la gestion de ses salariés. Mais là, on est dans un délit qui n'a rien à voir avec le droit du travail. On est dans un délit, comme on dit, de droit commun. C'est pas le code du travail qui s'applique là, c'est le code pénal. Donc c'est à la victime de décider si oui ou non il va déposer plainte, non seulement devant son patron, mais devant la police, la gendarmerie, en fin de compte, devant la justice. Est-ce que le minimum, c'est que le patron, au moins, vous protège de cette personne? Oui, bon, bien sûr que le patron peut protéger de cette personne, mais ce n'est pas sa mission au patron. Moi, je me permets quand même d'insister. S'il y a quelqu'un qui est menacé par quelqu'un d'autre, que ce soit dans ou hors le cadre de travail, on peut bien sûr se confier à son patron, à son ami, etc. Mais celui-ci vous doit le secours que n'importe qui doit vis-à-vis de n'importe qui. Mais quand même... Quand vous êtes victime, c'est pas patron, c'est la France. On est là sur des délits. Un tribunal. On est là sur des délits. Donc on change complètement de catégorie. Si par exemple, c'était des choses qui seraient moins précises que ça, par exemple, vous évoquiez la rumeur tout à l'heure, donc il y a quelqu'un pour vous nuire au sein de l'entreprise qui commence à faire courir des bruits sur vous, sur votre manière de travailler, sur votre manière de vous comporter, sur votre manière de venir ou pas à l'heure au travail, etc. Enfin bon, alors que c'est pas vrai. Eh bien, à ce moment-là, je pense, même je suis absolument certain, que l'employeur, le patron, comme vous disiez tout à l'heure, il doit intervenir et rétablir le fonctionnement normal des choses. Alors, toujours sur cette notion de menace et de rumeur,
quelqu'un vous menace, pas de mort, parce qu'on parle de psyché aujourd'hui, de mort, mais vous menace avec un si aussi, si vous ne faites pas ceci ou si vous ne taisez pas cela, il vous menace de créer une rumeur sur vous. Et des fois, les rumeurs, surtout dans un petit pays, font plus de dégâts que la vérité. Il suffit de lancer sur quelqu'un. Et c'est pas qu'il est pédophile. Le temps que l'on rétablisse les choses, la personne, sa vie est peut-être foutue en fonction du métier qu'il fait. Donc, que prévoit la loi dans cette notion de menace? Peut-être pas de mort, mais de menace, par exemple, de rumeur, de briser votre vie. Non, c'est vrai, on sait ce qu'est un coup de langue en Guadeloupe. C'est quoi? C'est de la diffamation, c'est quoi? Alors voilà, c'est ça. Si effectivement c'est une menace, mais la fausse temps... information, l'information inexacte d'un fait qu'on prétend avoir été commis par quelqu'un et qu'en réalité c'est pas vrai, c'est de la diffamation. C'est la diffamation, c'est une infraction qui est indépendante totalement de la menace, puisque là il y a quelque chose qui s'est réalisé, hein. La douleur a été causée, effectivement, la menace peut-être s'est réalisée. Et on est dans des peines qui sont bien plus importantes que l'année d'emprisonnement pour la simple menace, hein, qui vont jusqu'à 5 ans hein, facilement. D'accord. Alors, nous allons faire une coupure puisque je voulais juste voir avec vous que vous nous citiez aussi tout à l'heure la mise en danger d'autrui. Donc, autant ce n'est pas une menace de mort, mais tout à l'heure, juste avant ça, donc menace de mort sans forcément intention de la donner, mais de vous traumatiser. Menace de mort dans l'intention éventuellement, ou en tout cas de vous faire sentir que c'est quelque chose qui va avoir lieu. Et la menace de mort, comme vous disiez, c'est répété suffisamment, c'est-à-dire il y a ce caractère presque, excusez-moi du défaut de mots, de multirécidivisme, c'est-à-dire c'est vraiment vous écraser au quotidien, c'est comme une forme de harcèlement. Donc je souhaitais que vous nous rappeliez cet échelon au niveau condamnable, les peines que l'on encourt. Et apparemment, si vous menacez pas forcément quelqu'un, mais vous mettez en danger la vie de quelqu'un, soit par l'alcool dans la conduite ou des faits que vous n'avez pas le droit peut-être au niveau du travail, la mise en danger de quelqu'un, qu'est-ce qu'on en coûte? Donc une légère coupure, peut-être juste un mot avant la coupure? Non mais très bien, on évoquera toutes ces questions-là tout à l'heure. Monsieur le procureur, merci. C'est moi. Merci monsieur le procureur de poursuivre avec nous et je m'excuse auprès de ceux qui n'ont eu droit qu'à la première partie. En tout cas, rappelons, faisons un point apparemment. Sur la menace de mort, il y a déjà 3 niveaux en termes de classification, d'un point de vue juridique, mais aussi en termes de sanctions minimales. Déjà. Par rapport aux menaces, quand ce sont des menaces qui sont des menaces de violence très légères, comme une gifle, une bousculade, ou quand ce sont des menaces qui s'orientent sur des biens, je vais casser ta voiture, je vais abîmer la maison ou un meuble, à ce moment-là, on est dans des amendes de simple police. C'est des amendes pour l'essentiel qui sont encourues, bien, qui peuvent être importantes, qui vont jusqu'à 500, 1000, 1500 euros. Bien. Quand il s'agit de menaces de mort ou de menaces d'atteinte grave à l'intégrité physique de la personne, si elles sont réitérées, si elles sont faites à plusieurs reprises, plusieurs fois, à ce moment-là, la peine encourue est une peine de prison, c'est donc un délit, c'est 6 mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Minimum. Minimum. Non, c'est pas le minimum, c'est le maximum, ça. Maximum, c'est maximum 6 mois. Voilà ce qu'on encourt. C'est ce qu'on encourt au maximum. Et on encourt au maximum 2 fois ça, c'est-à-dire 1 an d'emprisonnement, si la menace de mort grave se fait sous la condition... Là, c'est avec une condition... Si. Je vais te tuer si tu retires la plainte que tu as déposée contre moi. Alors là, non seulement c'est avec condition, mais c'est en plus à l'égard d'une personne qui est particulièrement protégée par la loi, qui est une victime qui a déposé plainte. Ou un témoin, par exemple, qui a témoigné contre celui qui est menaçant. Ou ça peut être aussi quand c'est contre une personne qui est chargée d'une mission de service public, comme un enseignant, comme un agent d'une commune qui est dans l'exercice de ses fonctions, comme un policier, un gendarme bien sûr, ou un huissier, ou un notaire, ou un magistrat évidemment. D'accord. Alors, menace de violence, première catégorie, menace de mort, mais répétée, et menace avec une condition, voilà. Je te tue si tu fais ça ou si tu fais pas ça. Voilà. J'avais envie d'ajouter, entre la première et la deuxième, une autre, c'est quelqu'un qui vous menace et vous oppresse pendant 10 à 15 minutes, c'est-à-dire pendant les 10 minutes, vous bétonne le cerveau, je vais vous tuer, je vais vous faire ceci, donc il répète, mais dans ces 10 minutes, c'est-à-dire... C'est considéré comme étant des menaces répétées, des menaces réitérées. Oui. Voilà, si je voulais qu'on soit clair là-dessus, et je vous remercie pour l'éclaircissement. Maintenant, ça c'est verbal.
intention ou pas de donner la mort, intention ou pas de vous frapper ou d'abîmer vos biens. Mais quand quelqu'un, concrètement maintenant, c'est où je me suis permis d'associer ça avec la menace de mort, de vous mettre en danger, que ce soit vous êtes dans sa voiture, il est sous l'emprise de l'alcool, etc. Est-ce que sous cette appellation de mise en danger, vous pouvez nous faire un distinguo de toutes ces catégories que revendique la loi comme étant pas un crime, mais un fait condamnable? Il y a vraiment un texte particulier qui a été créé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, enfin c'est moins de 10 ans, qui s'appelle la mise en danger d'autrui et qui est sanctionné lui aussi, c'est sans doute pas un hasard, d'1 an d'emprisonnement, bien, au maximum, c'est la peine maximale encourue. Et c'est quand une personne met en danger les autres en violant de manière manifeste, de manière totalement délibérée, une obligation de sécurité, une obligation de prudence ou un règlement comme le code de la route. Le code de la route, c'est un règlement, hein, c'est un règlement qui règle la manière dont on circule sur la voie publique en voiture ou en 2 roues. Bien. Eh bien, quand une personne viole ces règlements de manière tellement manifeste, tellement intentionnelle et de manière tellement grave qu'il met en danger la vie des autres, c'est une infraction spécifique, c'est celle qu'on appelle la mise en danger, et on encourt au maximum 1 an d'emprisonnement pour ces faits. Alors, j'ai cru comprendre qu'au niveau pénal, pour se retrouver dans un tribunal peut-être demain, vous avez classifié cette mise en danger à plusieurs titres, plusieurs types d'exemples peut-être. La mise en danger classique, c'est celle qui se passe sur la route. Vous avez évoqué celui qui conduit en état alcoolique, mais là déjà il encourt une peine plus importante qu'1 an, puisqu'il encourt 3 ans d'emprisonnement pour une conduite en état alcoolique simple. Bien. Mais c'est par exemple celui qui aime bien la vitesse et qui décide de dépasser une voiture qui est devant lui en haut d'une côte, en faisant le pari en quelque sorte qu'il n'y ait personne qui arrive en face alors qu'il est dans l'impossibilité de savoir si quelqu'un arrive en face ou pas. Eh bien, il y a vraiment là une mise en danger de celui qui pourrait arriver en face, de lui-même et peut-être de ses passagers, comme de la voiture qu'il est en train de dépasser, telle que c'est sanctionnable par la loi au terme de ce texte-là. D'accord. Donc, demain, vu que c'est dans un contexte qu'il est évident que c'était de la mise en danger, vous n'avez aucun prétexte pour dire je n'avais pas conscience ou je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Je vais vous donner un exemple si vous le souhaitez dans un domaine radicalement différent. C'est une entreprise industrielle qui emploie des produits particulièrement dangereux et qui ne prend absolument pas et de manière tout à fait consciente et intentionnelle les précautions de sécurité qui s'imposent pour ces produits. Des produits inflammables, des produits chimiques très agressifs, etc. etc. Eh bien, dans l'hypothèse où cette violation délibérée des règles qui s'imposent aux personnes qui manipulent ces produits-là sont violées, et que ça cause un danger que personne ne peut ignorer sur les salariés, sur la population qui se trouve autour, etc., etc., on est aussi susceptible d'être poursuivi dans le cadre de ce texte sur la mise en danger d'autrui, et donc on encourt une peine qui peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement ferme. D'accord. Alors revenons sur la menace de mort. Menace de mort avec objet ou animaux. On classe ça à quel niveau de ce qu'on a vu aujourd'hui? Là, si vous voulez, quand on commence à vraiment menacer quelqu'un avec un objet, il faut voir avec quel objet, ou avec un animal, on est à la limite des violences avec armes, des menaces avec armes. Hein. On est à la limite d'être poursuivi non plus pour des menaces, mais pour des violences qui sont déjà existantes, qui ont certes pas provoqué forcément des blessures, mais qui sont déjà quelque chose... Alors que ce soit dans la rue ou dans le couple, mais celui ou celle qui veut vous menacer brandit le couteau de cuisine, vous voyez... Le couteau de cuisine, là c'est clair, si vous êtes menacé par une arme de ce type-là, couteau ou d'autres armes qui sont vraiment des armes, on est dans des violences commises avec armes, des violences commises avec armes qu'on avait eu l'occasion déjà d'évoquer ensemble dans une émission antérieure. Et c'est 5 ans d'emprisonnement qui sont encourus. On est complètement en dehors de la catégorie de la simple menace. C'est aussi pour permettre à des gens de ne pas se retrouver bêtement dans un tribunal à ce niveau. Un autre exemple ou un autre contexte, de jeunes voisins font de la musique, certes un samedi, mais vous travaillez aussi le dimanche, etc. Vous sortez de chez vous avec un couteau, avec un sabre, avec un fusil, vous venez frapper à sa porte. Arrêtez ça, sinon on va tirer des coups physiques.
c'est aussi une menace. Non, c'est plus que la menace. On est dans des violences avec armes, qui n'ont pas Donc, causé d'incapacité de même travail, si- qui n'ont pas causé de blessures. Même si c'est verbal, mais le tout fait à fait, d'avoir parce un que objet. je crois qu'il faut quand même être très précis. La menace, elle peut se faire par deux moyens. Celle qui est sanctionnée par la loi d'uniquement 1 an maximum d'emprisonnement quand elle est faite sous condition. C'est la menace par la parole. Donc il n'y a pas d'action, on n'est pas avec a pas de fusil dans geste. les mains. Ça peut être aussi par le geste, parce que la parole, le geste, faire comme ça, dire qu'on va, aller corriger la personne, etc. Ou ça peut se faire par l'écrit, par une lettre de menace. Vous savez, il y a eu des affaires célèbres avec des corbeaux, par exemple, qui menacent les gens, qui révèlent des choses Corbeau, on dit bien, c'est c'est un terme, mais c'est pas le corbeau, genre le perroquet qui vient vous menacer à la place de la personne. C'est l'expression, bien sûr, c'est l'expression qui dit ça. C'est une image. Parce que c'est quelqu'un qui se cache, qui menace en se cachant, Voilà. Qui est noir comme un corbeau, voilà. Qui disparaît dans la nuit. C'est Voilà. ça, Dans l'ombre, c'est ça, ou derrière c'est ça, une dans porte, l'ombre, voilà, c'est ça. qui sait que vous entendez. Voilà, absolument. Mais donc, quand c'est une menace par la parole ou par les gestes, il faut qu'elle soit réitérée. Mais petite nuance par rapport à ce que j'ai donné tout à Voilà. l'heure, quand c'est une menace qui est faite par écrit, il suffit de l'écrit pour établir qu'elle existe, cette menace. Il n'y a On besoin encourt quoi que d'une fois. Voilà. On encourt quoi? Une menace écrite? Pardon? Une menace écrite, on encourt quoi par rapport à l'échelle qu'on La a même fait? chose, c'est-à-dire si c'est une menace de mort simple, c'est jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Si c'est une menace sous la condition de faire quelque chose, c'est jusqu'à 1 an d'emprisonnement encouru. Alors, vous n'êtes pas vous-même la personne visée, mais bon, on vous menace d'en prendre à votre famille, d'en prendre à vos enfants. Oui, mais ça c'est toutes les menaces sont sanctionnées par la loi, qu'elles s'adressent directement à la victime ou qu'elles concernent d'autres personnes qui pourraient être la cible de ces menaces-là. Tout à fait. D'accord. Maintenant, je ne dis pas est-ce qu'il y a des menaces qui sont légitimes, mais de personnes qui pouvaient souffrir de certaines choses, peut-être horribles, ou supposées horribles, et qui désormais emploient la menace. À celle-ci, vous leur dites quoi? Si c'est des menaces pour se défendre, c'est des menaces pour se défendre. C'est-à-dire qu'on est quasiment en légitime défense. Tout le monde connaît l'expression de la légitime défense. Donc ça, c'est plus un bébé de la légitime défense, la oui, menace. c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train de répliquer à quelqu'un qui vous menace, qui vous agresse, d'une manière qui finalement, quand on y réfléchit, est relativement proportionnée, puisque on ne fait que annoncer à la personne que si elle recommence, si ça continue, si c'est quelque chose qui risque de continuer à s'aggraver, elle va être contrainte de faire telle ou telle chose, donc elle menace de le faire. Voilà. Alors là, je vais vous sortir 2-3 petites menaces créoles, enfin je vais franciser, pour savoir qui est-ce qui menace. Votre mari vous menace, si vous ne faites pas certains actes sexuels que vous voulez, d'aller voir ailleurs. Et lui, vous lui rétorquez que s'il fait ça pendant la nuit, vous le menacez de couper sa petite chose. Qui est-ce qui menace? C'est la légitime défense, c'est quoi? C'est toujours selon la loi, parce qu'effectivement, il y a deux menaces. Oui, la menace de ne pas être fidèle à son époux ou à son épouse, ça n'est pas une infraction pénale. Ça n'est pas sanctionné par le code pénal. Ce n'est pas une menace, ça n'existe pas. Si, c'est une menace. Mais c'est pas une menace qui a la gravité et la nature qui fait que c'est sanctionné par le code pénal. Ne sont sanctionnés en France par les tribunaux que ce qui est prévu par la loi. Voilà. Donc ça n'est pas quelque chose que la loi considère comme étant suffisamment grave pour constituer une infraction pénale sanctionnable. Bien. Mais par contre, le fait de menacer quelqu'un, de lui causer une blessure aussi grave et aussi précise que celle-là, on rentre dans le cadre de la loi, c'est une menace d'atteinte grave à l'intégrité physique de quelqu'un, et on se retrouve avec une peine encourue de 6 mois d'emprisonnement si les choses sont réitérées, je vous le rappelle, réitérées, et si elles ont été écrites, rédigées dans une lettre, par exemple, ou dans un mot qu'on aurait laissé. D'accord. Donc, en fait, face à deux menaces, il y a une menace qui n'existe plus face à l'autre qui est peut-être trop forte. Est-ce que je dois... Prenons un autre exemple. Votre employeur veut vous licencier de manière supposée frauduleuse ou arbitraire. Il vous dit, si vous ne taisez pas ce tel et tel comportement, je vous licencie.
Notamment, on peut prendre ça dans un contexte de grève, etc. Si vous faites cela, je vous licencie, si vous me parlez n'importe comment, je vous licencie, etc. Et donc il vous a menacé d'une certaine manière. Et vous lui rétorquez, eh ben, si vous me menacez, ben, moi aussi je dois vous menacer, on m'a dit c'est de la légitime défense, eh ben, moi, en question de choix, je vais casser votre voiture, etc. Qui est-ce qui menace? Il y a légitime défense ou... Mais bon... Chaque cas est particulier. Je m'excuse un peu le vocabulaire. Oui, j'ai bien compris. Chaque cas est particulier. Mais vraiment là, la menace de licenciement, c'est pas du pénal, mais ça peut quand même aller, je vous le rappelle, devant le Conseil des prud'hommes ou devant le tribunal civil en dommage d'intérêt parce que c'est une faute. C'est une faute. C'est pas comme ça que la loi prévoit que l'on puisse se séparer. On n'a pas le droit de menacer quelqu'un. Bien sûr, que l'on puisse se séparer d'un salarié, c'est pas comme ça. Soit on le fait, soit on le fait pas. Ce n'est pas le code pénal, mais finalement c'est la loi. Tout ça, c'est quand même la loi. Bien. C'est pas exactement les mêmes textes qui le sanctionnent. Et la réponse sous forme de menace sur les biens ou sur la personne, eh bien, elle tombe celle-là effectivement dans le code pénal puisque on menace d'atteindre une personne, on menace d'atteindre son bien à la suite des choses. Après, la justice, qui est quand même faite d'hommes et de femmes qui comprennent les choses, regardent ce qui s'est passé et voient le contexte de tout ça. Et il y a une appréciation qui est faite par les magistrats, que ce soit des magistrats du parquet pour savoir s'ils vont poursuivre ou s'ils ne vont pas poursuivre, ou que ce soit les magistrats du tribunal du siège, comme on dit chez nous, au moment où éventuellement ils auraient à juger cette affaire-là, ils vont regarder ce qui s'est passé, ils vont regarder le contexte de ces faits, et ils vont apprécier si la réponse qui a été faite est proportionnée et pas proportionnée à quelque chose qui quand même, vous avez tout à fait raison, est une agression, est une attaque d'une manière ou d'une autre. Donc nous sommes d'accord, c'est-à-dire quelqu'un vous menace, et sur chacun a son tempérament, sous la menace, que ce soit de licenciement, que ce soit de vous tromper, de vous abandonner, etc. Donc vous rétorquez toujours par le verbe, sans armes et autres, mais vous faites une menace, mais en surenchère quoi. Qui est-ce qui va gagner la dernière parole? Et qu'au final de compte, celui qui avait commencé se dit ah c'est génial, vous l'avez menacé de mort, vous poursuivez en justice. Après, le jour où on vient à traiter l'affaire, on remet tout dans le contexte. Oui, c'est-à-dire que c'est vous qui aviez fait monter la personne. Je voudrais vous rappeler ce qu'on disait au début de notre entretien. Les menaces sans condition, puisque c'est une menace sans condition, ça, la réponse du salarié excédée par son patron qui lui dit qu'il va le licencier si ça continue comme ça, eh bien ces menaces-là, pour être sanctionnées par la loi, doivent être répétées. C'est-à-dire que on voit tout à fait bien la scène, tout le monde, je suis sûr, voit bien la scène. Hein. Il y a quelqu'un qui annonce quelque chose de désagréable à quelqu'un d'autre qui ne l'accepte pas, et ce quelqu'un d'autre va menacer la première personne une fois en disant si tu fais ça, je te tue. Si tu fais ça, je vais casser la voiture, etc. S'il le dit une fois, ça n'est pas sanctionnable par la loi. Il faut que ce soit répété. C'est-à-dire qu'il faut que la loi, ce qu'elle sanctionne, c'est une intention déterminée, crédible, réelle, de faire la chose qui est annoncée, une intention tellement déterminée, crédible et réelle que la victime ne peut pas ne pas y croire, elle pense que vraiment ça va se passer. C'est ça qui est sanctionné par la loi. C'est pas simplement une menace qui est jetée comme ça, comme un acte réflexe de défense pour le cas particulier. Il faut qu'il y ait ensuite une volonté déterminée de vouloir causer le traumatisme sur la victime. Dernière chose, autant pour les mineurs, on dit que quand vous êtes témoin, vous avez obligation, c'est la loi, moins de 15 ans, obligation de dire ce qui s'est passé, et quand vous êtes témoin de ce qui arrive à un enfant, vous êtes obligé aussi de mettre, sinon on peut même vous considérer comme un complice, pour vous être tué quand c'est de moins de 15 ans. Quand des personnes sont témoins quand on vous a menacé, mais soit ils ont peur pour leur emploi, soit ils ont peur pour leur propre vie sociale, ou leur vie de couple, parce qu'il y a une implication, etc., ou peur pour eux aussi demain, que vous offre la loi ou oblige la loi pour quand il y a eu des témoins de menaces, pour obliger les gens à parler. Avec des personnes qui se disent, oh c'est le patron qui t'a menacé même de mort, ou alors, vous voyez, mais moi, si je viens être témoin ou je viens continuer ton truc, eh ben moi, derrière, je vais payer aussi. Que dit la loi à ce niveau-là pour les témoins? Ils peuvent se taire, ils ont le droit de se taire? La loi n'oblige personne à témoigner ou à dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Voilà. Sauf dans certaines circonstances très précises, vous en avez évoqué une, c'est quand la victime doit être protégée, c'est pour les enfants, ou c'est quand les faits sont tellement graves qu'il faut absolument que la collectivité les prenne en compte, et ce sont les crimes. Bon, j'ai connaissance que quelqu'un a été assassiné, même sans forcément connaître l'auteur, j'ai connaissance de ça. J'ai l'obligation d'aller le révéler
au service de police ou gendarmerie. J'ai l'obligation. Mais en dehors de ces cas qui sont quand même très particuliers, c'est quand même pas tous les jours qu'on est témoin d'un vrai crime, c'est quand même pas tous les jours que l'on sait qu'il y a un enfant qui est martyrisé. Voilà. Eh bien, en dehors de ces cas très particuliers, personne n'est obligé, je le dis. Ça me fait mal au cœur de Personne n'est dire ça, mais obligé bon. de dire les choses. Personne. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire que quelqu'un m'a menacé de mort. Il y a des témoins. Même mes voisins ont entendu quelqu'un venir me menacer de mort. Si le voisin, au nom de la peur ou peu importe les motifs, dit qu'il ne veut pas prêter à témoin et que l'autre personne dit mais non, on a babillé, d'accord, mais j'ai pas menacé de mort, vous êtes foutu alors, c'est ce que vous êtes en train de me dire? La République ne prend pas ses citoyens pour des enfants. Elle considère que ce sont des citoyens qui sont responsables. Il n'y a aucun moyen pour obliger quelqu'un à venir témoigner? Non, il n'y a aucun moyen. Si, il peut aller jusqu'au tribunal alors. Si, on peut obliger quelqu'un à venir témoigner, bien sûr, mais il n'est pas forcé de dire. Il n'est pas forcé de parler. Voilà. Mais on peut le forcer à venir le jour du tribunal. Bien sûr, tout à fait, absolument. Ça, il n'y a aucune difficulté, c'est prévu par la loi, et même d'ailleurs, le témoin qui ne viendrait pas commet une infraction pénale qui est sanctionnable, donc il pourra être poursuivi pour ne pas être venu à la convocation de la justice. Alors, bien sûr. Je me permets de titiller sur ce mot. La loi, donc le jour où ça se retrouve au tribunal, l'oblige à venir en tant que témoin, Oui. que ce soit de la défense ou etc. Une fois à la tribune, cette personne peut dire elle n'a pas envie de parler parce qu'elle a peur peut-être pour elle, on va dire cet argument. Mais en tout cas, elle n'a pas le droit, par rapport au talent de l'avocat, à mentir, de dire que jamais on l'a menacé. Surtout si elle était témoin d'avoir vu quelqu'un s'être fait menacer. Quand c'est un témoin, il ne peut pas faire de faux témoignages. D'ailleurs, les témoins, quand ils comparaissent devant la justice, prêtent le serment du témoin. Vous savez, ils font comme ça, ils disent « Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité ». Voilà. Donc, ils sont sous l'obligation qui résulte de ce serment du témoin. Donc, ce qu'ils disent doit être la vérité. Ou alors se taire. Ou alors se taire, voilà. Donc la loi française permet de se taire, parce que moi, rien que dans les films américains, je voyais, selon l'amendement interne, je demande le droit de me taire. Donc ça existe en France. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais ce que vous voyez dans les films américains, c'est pas pour les témoins. C'est pour ceux qui sont accusés. Voilà. C'est pour ceux qui sont accusés, à qui les officiers de police américains énoncent leurs droits au moment de l'interpellation. Vous avez le droit de vous taire, vous avez le droit de ceci, vous avez le droit de cela. Donc c'est une obligation qui est prévue dans la loi américaine pour ça. Voilà. Mais les personnes qui sont entendues comme témoins sont sous un régime, même aux États-Unis, qui est très différent. Ils sont obligés de venir devant la justice. Ils sont obligés de dire la vérité, ce qui n'est pas le cas par exemple de celui qui est accusé de quelque chose. Celui qui est accusé de quelque chose, en France, pas aux États-Unis. Il a le droit de mentir. Il a le droit de mentir. Celui qui est accusé, il est en train de se défendre, cette personne-là. Voilà. Le témoin ne se défend pas, puisqu'il est simplement, de demander, de dire tout simplement ce qu'il a vu. Et donc c'est sa responsabilité. Alors, revenons avant de conclure sur qui, déjà on a compris, on n'a pas le droit de menacer aucun être humain, ni les objets des êtres humains, etc. Mais encore pire, qui on n'a surtout pas intérêt à menacer. On a compris, les enfants de moins de 15 ans, peut-être sont encore subtils à ce niveau-là, mais par exemple, femmes enceintes, etc. Oui, alors il y a des circonstances aggravantes par rapport effectivement à la faiblesse des personnes. Mais c'est les circonstances aggravantes qui existent et qui sont le plus souvent dans les faits, dans la réalité des faits. C'est surtout des menaces contre des gens qui se sont déjà plaints contre vous, donc contre des victimes. C'est contre des gens qui ont eu l'occasion de constater des choses à votre encontre. Donc en plus de cette plainte, vous savez qu'elle s'est plainte et vous en rajoutez pour les placer. C'est ça, exactement. Exactement. Et ça peut aller jusqu'à ce délit très particulier qui est beaucoup plus grave, qui s'appelle la subornation de témoin. La subornation de témoin, c'est pas simplement le fait de menacer quelqu'un qui a dit quelque chose pour l'empêcher de dire, ou de se plaindre, mais c'est de menacer quelqu'un pour qu'il dise, non, écoutez-moi bien, pour qu'il dise autre chose que la vérité, pour qu'il dise autre chose que ce qu'en réalité il voulait dire. Ça va? La subornation de témoin, c'est ça. Et c'est une sanction qui est bien plus importante. On est plutôt dans les 5 années d'emprisonnement encourues dans ces cas-là. Excusez-moi, on revient sur la femme enceinte. Facteur aggravant, donc menacer par exemple une femme enceinte, ça vous classe à quel niveau ça?
par rapport à tout ce qu'on avait dit. On est dans les circonstances aggravantes qui... C'est dans les pires, quoi. Voilà, c'est-à-dire pour les menaces, hein, menaces simples, hein, je ne parle pas des délits plus graves qu'on évoquait, qui sont déjà des violences ou déjà des actes très très coercitifs, enfin qui exercent une pression sur les personnes, c'est 1 an d'emprisonnement encouru. Monsieur, je m'excuse de terminer cette émission sur cette image, mais après preuve qu'une femme est arrivée à un stade d'avortement, vous voyez, on dit que, etc. Mais on s'est rendu compte qu'elle s'était déjà plainte, etc. Donc, comme vous dites, on s'en est arrêté là, comme c'est dans le couple, donc c'est pas évident. Donc, on lui a dit, etc. Donc, sans avoir touché cette personne. Mais il y a une oppression quotidienne. On dit que les sons, les ondes, la tension nerveuse agissent sur un enfant. Donc, cette femme a fini par perdre son enfant. Perdre son enfant, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, un procureur peut dire à cette femme si demain il faut qu'elle fasse des poursuites pour sanctionner de manière définitive un être comme ça? Je crois, si vous voulez, que vraiment la perte d'un enfant dans des circonstances comme celle-là, c'est une preuve quasi matérielle du grave traumatisme qui a été causé par les menaces qui sont à la limite du harcèlement, hein, sur la personne. Et vraiment, là, on se retrouve dans une situation du point de vue du procureur ou du point de vue du juge, quand même particulièrement clair, puisqu'on a la conséquence concrète, dramatique, terrible même, je dirais, d'une menace qui a été réitérée, qui a été excessivement violente, excessivement prégnante, au point de provoquer cette catastrophe. Alors je m'excuse parce qu'il y a une autre question qui me vient et qui ferait que je conclue, même si ce n'est pas vraiment le thème. Un exemple au niveau de la menace, que l'autre croit que c'est légitime ou pas. Donc je viens de donner une réponse avant de conclure là-dessus. Vous avez eu des entretiens particuliers avec une personne, qu'elle soit votre fiancée, donc vous n'étiez pas forcément marié, ou alors votre maîtresse. Donc, il y a un moment donné, elle veut garder l'enfant, ou elle est déjà enceinte. Et elle vous dit qu'elle veut garder l'enfant. Et vous la menacez. Vous lui dites que non, que vous estimez, alors justement, je parle de la naïveté, que je n'y connais pas la loi moi non plus. Donc, que vous avez des droits sur cet embryon, et que vous ne voulez pas qu'elle ait cet enfant, vous voulez qu'elle avorte et vous la menacez, vous dites que vous allez pourrir sa vie, que vous allez même tellement la harceler qu'elle va finir par avorter, etc. Que dit la loi? D'une, il a des droits ou pas cet enfant quand il a moins de 3 mois, mais qu'on l'a informé. Donc, obligé, je crois, vous venez la réponse, on ne peut pas obliger quelqu'un à tuer une partie de son corps, je crois. Est-ce qu'il a des droits ou pas? Et que dit la loi par rapport à cette menace, etc. C'est une menace avec un objet particulier, donc une condition particulière. Voilà. Mais si c'est simplement une parole qui a été prononcée une fois... Non, mais faisons ce cas précis. Il estime qu'il a des droits et qu'elle ne doit pas lui fabriquer un enfant. Elle a moins de 3 mois, alors il estime qu'elle doit de la menacer. Il l'a menacé en disant quoi? Je crois que c'est comme ça. Je vais vous pourrir la vie, je vais vous poursuivre au tribunal, je ne donnerai pas d'argent, vous n'aurez pas de pension alimentaire. Une sorte de harcèlement, c'est de la menace, mais elle est associée à du harcèlement. Voilà, si c'est je ne donnerai pas d'argent, si c'est je ferai quelque chose dans le domaine juridique, hein, devant le tribunal, etc., ce ne sont pas des menaces qui sont sanctionnées par le code pénal, pas celle-là. Par contre, si c'est de dire si tu gardes cet enfant, je vais te frapper. Si tu gardes cet enfant, je vais briser ou abîmer ou compromettre tes biens, ta maison, créer une rumeur autour de toi. Si, voilà. Donc à ce moment-là... S'il y a un si. Non seulement s'il y a un si, mais je vous rappelle, il faut que la menace soit une menace d'atteinte à la personne ou à ses biens. Voilà. Donc, et si c'est simplement le fait de dire que moi, le père, je ne supporterai pas cette situation-là, je te quitterai, je ferai une action contre toi en justice, je ne te donnerai aucun argent, je ne reconnaîtrai pas cet enfant, etc., ce ne sont pas des menaces qui sont sanctionnées par la loi. Je ne dis pas que ce n'est pas des menaces, je dis simplement qu'elles ne sont pas sanctionnées par le code pénal. D'accord. Et si cette personne de son côté était mariée et dire, nous sommes une rumeur, je dirais toi ton mari et tu perdras tout justement. C'est aussi une menace ou pas? Oui, ce sont des menaces, mais ce ne sont pas des menaces. De briser votre vie intime. Oui, bon, peut-être. Maintenant, toujours sous le ton de la menace, mais que vous dites que ce n'est pas une menace d'un point de vue juridique. Menace de vous quitter, menace de ne pas payer la pension alimentaire. Mais cette personne, elle quoi sans connaître la loi que c'est des menaces? Et ce sont des menaces, mais comprenez-moi bien, ce sont des menaces, mais ce ne sont pas des menaces qui sont précisément visées par le code pénal pour être sanctionnées devant le tribunal correctionnel. Ah d'accord. Et moi, je ne dis pas que c'est comme s'il y a un vide juridique, on va dire. Non, ce n'est pas un vide juridique. Je dis simplement que c'est un niveau de menace
qui n'a pas atteint le degré Ah oui, on menace pas votre corps. Voilà, qui est sanctionnable par le code pénal, mais il n'empêche que quelqu'un qui profère de telles menaces, c'est quelqu'un qui commet quand même des menaces. Voilà. D'accord. Alors, bon, je sens qu'il y a un petit manque là. D'accord. Donc, ce ne sont pas des menaces, elle ne peut pas retourner cela comme ça. Mais si cette personne, au bout d'un moment, il y a une oppression dans sa vie, une forme de harcèlement, elle en perd l'enfant, est-ce qu'à ce moment-là, cette personne peut poursuivre cette personne pour dire, certes, ce n'était pas des menaces envers mon corps, mais ça produit des effets sur mon corps. Ça redevient des menaces ou pas? C'est possible, voilà. Je mais ne peux pas. C'est un cas mais bizarre. vraiment, il faut voir ce qui s'est vraiment passé. C'est quand même un cas très particulier que je n'ai jamais personnellement vu. En tout cas, qui n'est jamais remonté jusqu'à vous. Mais bon, je ne peux pas exclure que ça puisse alors, faire pour que ça n'arrive d'une condamnation. Alors, pour que ça n'arrive jamais jusqu'à vous, anticipons. Rappelons la loi, même si ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'un homme qui a eu des rapports sexuels avec une femme, qu'il a eu envie à un moment de lui donner de l'enfant ou pas, mais dans les moins de 3 mois, est-ce qu'il a le droit, le pouvoir imaginaire ou verbal, charismatique ou pas, de dire à une femme, comme c'est mon ADN qui est aussi dans ton corps, tu as moins de 3 mois, je veux que cet enfant meure parce qu'aux yeux de la loi, il n'est pas encore un enfant, il a moins de 3 mois. Ah ben, il peut exprimer son point de vue, ça c'est quand même... ça reste qu'une opinion. Il peut même opinion. l'exprimer de manière assez forte, en disant je n'accepterai pas, je veux, etc. Ce qu'il ne peut pas, c'est obliger par la force, ou annoncer qu'il va l'obliger par la force à faire ceci, ou à faire cela. Et pour le cas particulier de l'avortement, c'est possible jusqu'au 3e mois, on le sait, mais c'est la seule décision libre de la femme. Et on peut poursuivre, la loi pénale poursuit à la fois celui qui contraindrait une femme à faire ce qu'elle ne veut pas faire, même dans les moins de mais 3 aussi mois. qui empêcherait une femme de le faire. Il y a une femme qui veut avorter voilà, et son mari doit pouvoir le l'empêche. faire. Et c'est la décision de la femme. C'est la loi, hein, c'est comme ça. Je ne dis pas qu'on pourrait imaginer d'autres manières ou d'autres systèmes, mais en France, c'est la femme qui décide. D'accord. Donc on est d'accord en conclusion de cette émission sous ce thème de cet axe de la femme enceinte. Donc aujourd'hui, personne ne peut prétendre au nom d'avoir des droits, c'est-à-dire c'est son ADN qui est dans le corps de cette personne, de menacer cette personne, de l'obliger à avorter ou de ne pas avorter, même si c'est dans les 3 mois. Et vous me dites que quand quelqu'un même vous menace, vous demande, vous oblige à avorter dans les 3 mois, ce n'est pas une menace. Et il faut une pas, demande il faut pas forte. confondre. Comment on appelle ça? C'est un harcèlement, c'est quoi? Je crois que c'est ça, exactement. Il y a une demande forte. Il y a une pression de l'environnement d'une personne qui, mais il y a pas un mot à cause de pour cette ça pression, c'est une pression, donc ça, oui, c'est une pression. C'est un effet sur votre vie. C'est quoi? C'est du harcèlement. Mais on est à longueur de journée sur des pressions diverses, d'accord? À longueur de journée, on prend des décisions parce qu'il y a des contraintes qui font. Comment faire arrêter quelqu'un qui fait ça d'un point de vue juridique? Voilà, c'est ça ma question. Ça devient quelque chose de sanctionné par la loi à partir du moment où ça se concrétise par des menaces d'atteinte sur le corps de quelqu'un ou d'atteinte et d'attentat à sa vie. Quel autre prétexte, excusez-moi, c'est comme on a ouvert la parenthèse, il faut qu'on la referme là-dessus. Quel prétexte qu'une personne, j'ai l'impression que c'est du harcèlement, qui vous oppresse, que ce soit par téléphone ou pas, à avorter ou à ne pas avorter. D'un point de vue juridique, quel est votre recours à vous? Excusez-moi, c'est comme on a ouvert la parenthèse, il faut qu'on la referme là-dessus. Cette personne qui subit cette oppression, il y a quelque chose qui la protège au point de vue juridique. Voilà. Bon, donc il y a plusieurs... C'est pas dans le thème, je crois, mais trouvons la réponse. Bon, allons-y sur le harcèlement. Le harcèlement moral, puisque c'est un harcèlement moral, n'existe dans le code pénal que quand il s'exerce dans le milieu du travail. Ça va? C'est le harcèlement moral au travail. C'est le fait d'exercer et de faire un sort particulier à quelqu'un dans le cadre de son travail, tel que ça finit par le traumatiser, par compromettre sa carrière personnelle, par compromettre sa manière de travailler. Bien, mais c'est dans le cadre du travail. D'accord, c'est pas du harcèlement. Le harcèlement en dehors du cadre du travail, qui est prévu par le code pénal, je ne dis pas que le reste n'est pas du harcèlement, mais qui est sanctionné par le code pénal, c'est le harcèlement sexuel. Et il y a un troisième type de harcèlement qui est en quelque sorte poursuivi, c'est ce qu'on appelle le harcèlement téléphonique. C'est-à-dire le fait de ne pas arrêter le jour, la nuit, de déranger quelqu'un, de le réveiller
pour se mettre en contact avec lui, pour lui dire des choses. Et dans le téléphonique, est-ce qu'on peut ajouter aussi le fait de venir frapper à votre porte oui, ou de vous écrire? Il peut y avoir dans une certaine mesure quelque chose... Donc cette personne peut utiliser cet aspect de la loi, harcèlement par téléphone. Oui, mais c'est pas tellement la menace elle-même qui est sanctionnée par la loi. Le contenu. C'est le fait d'empêcher quelqu'un de vivre, voilà, d'être toujours en train de le déranger, de le harceler précisément. Voilà. Monsieur le Président, je m'excuse que ça ne correspondait pas au thème. On avait ouvert une parenthèse, savoir au moins quelle est la réponse que ces personnes peuvent attendre de la justice. Est-ce qu'il y a un dernier mot à rajouter face à ces personnes qui peut-être pensent à travers la menace, ça peut être quelque chose de légitime, ça peut être quelque chose de culturel, mais vous, votre travail, c'est pas la morale, c'est la loi. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter en conclusion? Bien, quand il s'agit d'une menace qui est une menace qui est faite sous le coup de l'émotion, qui est faite une et une seule fois, ça n'est pas une infraction pénale. Et je pense que ça doit pouvoir se régler entre personnes qui, après ce coup de chaud, je puis dire, vont redevenir raisonnables. Mais quand c'est des menaces qui recommencent, qui s'orientent de manière très précise, qui s'inscrivent dans une stratégie de destruction de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il faut immédiatement y mettre fin. Et y mettre fin, ça veut dire déposer plainte. Déposer plainte à la police, déposer plainte à la gendarmerie. La conséquence, c'est que ces services vont entendre la victime pour savoir ce qui s'est vraiment passé et ensuite vont convoquer celui ou celle qui est l'auteur des faits dénoncés pour lui demander des explications. Et comme je le disais, la plupart du temps, les choses s'arrêtent et ensuite on voit si la gravité de ce qui s'est passé justifie ou pas qu'on aille jusqu'au tribunal correctionnel. Monsieur le Président, je m'excuse. Alors, et pour ces personnes, donc on parlait très psy aujourd'hui, que ce soit les enfants, donc c'est un service du Conseil général d'écoute pour les enfants, est-ce qu'on peut aussi dire que pour tous ceux qui ont l'impression ou croient que le caractère juridique ne suffirait pas parce qu'ils ont l'impression d'être un peu bizarres suite à cet événement, qu'il y a les services de la DAS pour les enfants, du Conseil général pour le service d'écoute gratuit, et qu'il y a éventuellement les associations d'écoute aussi gratuites. On peut aussi leur dire ça? Tout à fait. Associations d'aide aux victimes, les associations qui reçoivent plus particulièrement les femmes qui sont victimes de violences, de harcèlement, etc., au sein de leur famille, au sein de leur couple. Et vous évoquez tout de suite les enfants, bien sûr, il y a un numéro national qui permet de pouvoir appeler, de pouvoir confier ce genre de choses-là. Mais le conseil, moi je parlais vraiment pour les menaces qui sont... On n'est pas dans la mise en danger véritablement, on est dans la menace précise. La plupart du temps, ça s'exerce contre des adultes, la plupart du temps. Et il faut que ces adultes réagissent, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Monsieur le procureur, encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Peut-être jusque-là, mais le mal-être. Or, le concept de l'émission, c'est de montrer que la France est là, le système est là, la justice est là, pour que personne ne soit à l'écart de délinquants, j'appellerais ça mentaux. Menace de mort. Revenons sur ça pour bien éclaircir. Ça veut dire que quelqu'un me dit qu'il veut me tuer, le minimum, on a vu qu'il y a un échelon, qu'il veut vous tuer. Vous, est-ce qu'il y a un minimum de preuves, un minimum de phrases avant de se dire je vais à la gendarmerie, avant qu'on se moque de moi, on me dit mais attends, venez me parler de quoi? La personne vous a dit bonjour, vous voyez, c'est quoi le minimum de base avant de se présenter dans une gendarmerie, qu'on n'ait pas l'impression qu'on nous prend pour un grignol? Je vais essayer d'être très précis. Si c'est une menace sous la condition de faire quelque chose, donc avec le mot si, il suffit d'une seule fois, une et une seule fois. Une seule fois où on vous dit si. Voilà. S'il s'agit de menaces de mort, indépendamment d'une obligation ou d'une contrainte qu'on voudrait vraiment exercer sur la victime, à ce moment-là, il faut que ça soit suffisamment important et surtout suffisamment répété. Il faut que ça soit fait plusieurs fois. Il ne faut pas que ce soit simplement un mot qu'on jette comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a dans certaines... pardonnez-moi, il y a chez certaines personnes, voire dans certaines parties du territoire français, des cultures qui sont différentes et les mots n'ont pas le même poids. Voilà, n'ont pas le même poids. Et c'est vrai que selon qu'on se trouve ici ou là, en France ou dans les départements d'outre-mer, vraiment, une seule menace de mort à tel endroit, ce sera une vraie menace de mort, tout le monde le sait.
quelque chose qui risque effectivement de se réaliser. Alors que dans d'autres endroits, c'est presque quelque chose qu'on dit à longueur de journée. Voilà. Donc ça n'a pas le même sens. Alors la loi prévoit qu'il faut que ce soit, qu'on établisse que c'est une vraie menace de mort, qu'il y ait une intention effectivement de tuer qui est crédible, qui est susceptible de pouvoir faire craindre à la victime que sa vie est effectivement en danger. Et la loi prévoit, quand il n'y a pas de condition, qu'il faut que cette menace soit réitérée, c'est ce qu'elle dit, en tout cas il faut qu'elle soit faite à plusieurs reprises. D'accord. Alors, revenons, parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, en même temps, ils ne comprennent pas à ce moment-là comment on appelle menace. Est-ce qu'on fait une différence, est-ce que les deux sont pris en compte d'une menace de mort dans le but de vous traumatiser, dans le but de vous hanter, même en absence de cette personne, que vous ayez cette honte, vous voyez cette image en vous, que désormais votre vie qui sont devenues tellement importantes qu'elles sont en fait déjà des violences. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Mais il me semble que le sujet, c'est pas ça, c'est vraiment la menace, celle dont vous disiez tout à l'heure, qu'elle est tellement impressionnante que la victime en subit un vrai traumatisme, un vrai préjudice. Bon, ben, cette menace, elle existe. Évidemment que la victime pourra ensuite, si l'auteur est condamné pour ces faits, lui demander des dommages et intérêts pour le préjudice moral, le préjudice psychologique, la blessure psychologique, la tension, la pression qu'elle a pu subir pendant des semaines, des mois, parfois plus. Alors, je vous remercie jusqu'où vous allez quand vous dites que vous pouvez même demander des dommages. Parce que moi, je vous assure, monsieur, pendant que nous parlons, je sais qu'il y a des milliers de personnes, non pas qui nous regardent, mais qui ne s'imaginent même pas être capables ou que le système leur permettrait peut-être un jour d'arriver jusqu'à ce que vous venez de dire, cette notion de dommage. C'est-à-dire pour nous, dommage, à la rigueur, c'est presque pas fantaisiste, mais à la rigueur, si même on pouvait nous libérer de cette crainte désormais qu'on a, c'est-à-dire qu'on m'a menacé de mort à mon niveau dans ma vie, ça me traumatise. C'est-à-dire que désormais, si on m'a menacé près d'un marché, si on m'a menacé près de ma voiture, eh bien, j'arrive peut-être plus à faire l'amour convenablement à ma femme, alors ça n'a rien à voir avec elle. Ou inversement, je n'arrive plus à conduire convenablement. Pour un exemple, on m'a menacé alors que j'étais dans ma voiture, vous voyez, dans un embouteillage ou dans un rond-point. Alors désormais, j'arrive plus à prendre ma voiture à cause d'une menace. Voyez. Alors bon, là c'est peut-être un peu rare parce que cette personne peut-être on la croisera pas encore demain. Donc je voudrais que ces types de personnes, on va partir du principe qu'elles connaissent la personne qui les menace. Pas dans un rond-point où la personne vous a menacé, vous la verrez plus. Mais qu'elles connaissent la personne. Mais cet effet les traumatise désormais. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus la faculté de leur cerveau à raisonner sans désormais penser, je risque de croiser un tel là parce que la menace, vous voyez, est en mémoire désormais dans leur tête. Comment cette personne peut se faire prendre en compte? J'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'avant d'aller dans une gendarmerie, vous voyez, c'est quand vous faites blesser, on vous dit, quand vous allez à la gendarmerie, il faut venir avec un certificat médical qui montre que vous avez eu des blessures, des arrêts de travail, ou un viol, le médecin fait des choses, à la rigueur, c'est plus le médecin qui va faire la plainte à votre place, presque, où les gendarmes vont se déplacer. Et là, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans des cas comme ça, même quand ça atteint votre cerveau, il n'y a pas... Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le thème délicat, menace de mort. Déjà, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que l'on doit comprendre par le thème menace de mort? Eh bien, c'est exercer vis-à-vis de quelqu'un une pression, lui annoncer une intention de vouloir le tuer. Alors, cette annonce, elle peut se faire par la parole, elle peut se faire par des écrits, elle peut se faire aussi par des gestes, elle peut se faire même indirectement. On reste toujours à un stade de point de vue juridique. Est-ce qu'elle peut aussi se faire, quand on dit se faire, donc être considérée d'un point de vue juridique, par une rumeur? On fait courir une rumeur qu'on veut vous tuer. Oui, si vraiment il y a de la part de celui qui fait courir la rumeur le souhait de faire peur, parce que c'est ça en fait, c'est ça, c'est-à-dire que vous endormez plus. Et qu'il a fait courir ce bruit-là de manière tout à fait intentionnelle pour vraiment toucher la personne qu'il veut impressionner de cette manière-là, oui, je pense que l'infraction est commise. D'accord. Qu'est-ce qu'on encourt dans le cadre de la menace de mort, quand on veut faire... Voilà, allez-y. Bon, alors tout dépend si cette menace est faite ou pas sous condition de faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Alors, il y a le fait tout simplement de menacer. Je vais te tuer. Je vais te casser la figure. Je vais briser ce qui t'appartient, ta voiture, ta maison, parce qu'il y a aussi les menaces de destruction. Hein, c'est aussi des menaces qui sont sanctionnées par la loi.
On est, selon le cas, sur une peine de simple amende, pour les menaces par exemple de destruction d'un objet. On parle de menaces. De menaces. Jusqu'à des sanctions de 6 mois d'emprisonnement et puis quelques milliers d'euros d'amende pour les menaces de mort. Quand c'est sous condition de faire quelque chose, c'est-à-dire non seulement je menace la personne de le tuer, mais je lui dis, si tu fais ceci, ou si tu ne fais pas cela, à ce moment-là, je te tuerai. C'est donc une menace sous la condition de faire ou de ne pas faire quelque chose. À ce moment-là, la peine est doublée. C'est 1 an d'emprisonnement en cours. Alors, je m'excuse pour un truc comme ça que certainement beaucoup d'entre nous vivent ou ont vécu, rentrer dans des virgules. J'ai l'impression, à vous écouter, en dehors de menaces objets, menaces humains, déjà les deux sont pris en compte, menaces directes ou par intermédiaire, mais il y a aussi menaces en qui tuer ou je vais vous tuer, et la menace je te tuerai si. Vous faites même là une différence. Voilà. C'est pas moi qui fais la différence, c'est la loi. C'est la loi. Et la loi prévoit que c'est plus grave de menacer quelqu'un pour obtenir de lui quelque chose que de jeter ce qui est à la limite de l'insulte ou de l'injure, c'est-à-dire une intention de tuer, je dirais, indépendamment de quelque chose de concret, de précis. Voilà. Quand on menace de mort quelqu'un pour l'obliger à faire quelque chose ou pour lui interdire de faire quelque chose, on est à la limite de l'extorsion de fond. Comme une forme d'escroquerie ou... voilà, exactement. Donc on est presque une sorte de kidnapping mental. Voilà, on est vraiment dans une situation d'infraction aggravée dans cette circonstance-là. Aggravée. Alors, il y a aussi des circonstances qui font que les choses sont aggravées. Et c'est la qualité de la victime. Alors, la qualité de la victime, par exemple, eh bien justement, c'était une victime de quelque chose qui s'est passé auparavant. Et on vient la menacer pour l'obliger, par exemple, à retirer sa plainte à cette victime-là. Et bien à ce moment-là, on est dans la circonstance aggravante, avec 1 an d'emprisonnement encouru et 15 000 euros d'amende encourue. Quand la victime a une qualité particulière qui lui est donnée par la société, elle est chargée d'une mission de service public. Par exemple, comme un professeur. Ou un huissier. Un professeur, non, un professeur dans une école. Un agent municipal dans l'exercice de ses fonctions. Ou, a fortiori, quand c'est un policier, effectivement, quand c'est un gendarme, quand c'est un magistrat, quand c'est un fonctionnaire public ou un agent qui a entre les mains la force publique, à ce moment-là, c'est aussi une circonstance aggravante et on encourt le maximum de la peine pour les menaces, c'est-à-dire 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. D'accord. Alors, ma difficulté que je souhaiterais dissiper avec vous sur cette notion de menace, c'est comment... Parce que vous avez dit, alors revenons sur cette notion de déséquilibre mental que provoque la menace par rapport à la mort. Parce qu'on peut dire, menace de mort n'est rien tant qu'on n'a pas tué quelqu'un. Or, je voudrais qu'on s'attarde sur cet aspect, puisque j'ai la forte présomption, excusez-moi monsieur le procureur, qu'il doit y avoir peut-être 100 fois plus de cas de menaces de mort, de gens qui ne viennent pas porter plainte, et qui vivent avec ça, parce qu'on parle de maladies, de dépression, et qui peuvent engendrer des dépressions ou pas changer d'un point de vue mental. C'est-à-dire que vous savez qu'à la rigueur, même désormais, vous ne pouvez plus marcher en passant cet endroit-là. Vous voyez que votre vie a changé dans votre cerveau. Est-ce que la loi prévoit ça, quand cette prise en compte, que la menace a eu un effet dans votre cerveau, à votre niveau? Comme vous disiez, il y a des contextes de personnes. Hein. Une menace à un enfant. Maintenant, bon, s'il est habitué à des tournois, donc une même menace peut ne pas lui faire un effet à lui. Mais notre enfant à qui on n'a jamais parlé fort, et prenons un exemple, on va revenir sur des cas, devant une école, on menace des enfants, il y a des cas comme ça qui vous sont retournés, et qu'on demande sans même forcément d'armes, on viendrait avec les armes et les chiens, avec lesquels on utilise pour menace, qu'on menace cette personne. Donc, quel poids, comment aider aux personnes à comprendre, quel poids cette menace, comment pouvoir traduire à travers des verbes de maison de la gendarmerie, pour qu'on est sûr, en vous écoutant ce soir, qu'on sera pris en compte. Quels sont les mots, comment expliquer la peur que fait la menace en nous, qui fait que désormais on est un être perturbé. Aidez-nous à comprendre un peu ça. L'exemple très précis que vous évoquez de l'enfant qui est menacé à la sortie de son école ou de son collège et qui doit remettre des choses à quelqu'un sous la contrainte, ça n'est pas des menaces. Ça c'est quoi? C'est bien plus grave, c'est ce qu'on appelle une extorsion. Une extorsion de fonds ou une extorsion. Donc à partir du moment où il y a passage à l'acte, c'est même plus de la menace. Et c'est plus 1 an, c'est 5 ans qui sont encourus là par la personne. C'est
un vol aggravé en quelque sorte, qui n'est pas le fait de prendre quelque chose à quelqu'un, mais de l'obliger à vous le donner. Donc, Voilà. attends. La menace, c'est pas ça. Alors- La menace, c'est la menace sous la condition de faire quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Alors justement, Bon. j'ai l'impression qu'il y a 3 niveaux de menace là. Je m'excuse. Hein. Il y a la menace dans le seul but de vous traumatiser. Oui. Il y a la menace dans le but De de vous réfréner obliger à votre faire vie. quelque chose. Voilà, soit de vous obliger à faire quelque chose. Donc il y a une sorte d'acte, mais c'est vous qui ferez l'acte ou c'est vous qui ne ferez pas l'acte. Voilà. Mais le point de départ était la menace. Il y a peut-être la menace, une véritable intention. Vous savez que vous allez mourir, mais vous n'avez aucun moyen peut-être d'y échapper ou je ne sais pas. On vous annonce presque un traumatisme anticipé. Et il y a la menace qui n'est que tremplin. Ça veut dire que quelques secondes, ça veut dire on vient, on vous dit tu me donnes ça, la vie ou la bourse quoi. Et là, vu que l'acte qui est fait juste après la menace, d'un point de vue juridique, coûte plus cher en termes pénal, Oui. donc on parle même plus de menace, mais on parle d'extorsion, on parle de viol, vous voyez, on parle même plus de menace. Voilà, c'est ça, tout à fait, absolument. C'est des menaces